profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. SS Yongala. Les eaux tropicales sont chaudes, même pour une plongée de nuit. Mais David porte toujours une combinaison. Il allume la caméra vidéo fixée à son masque, puis appuie sur le bouton de démarrage de sa montre bracelet étanche. 7000 s'affiche en noir sur un fond gris foncé, puis 6959, 6958, 6957. Le compte à rebours a commencé. Il serra le masque de plongée contre son visage et plongea dans l'eau pour 110 minutes. La lueur de la lune décroissante disparaît en quelques secondes, trop faible pour pénétrer les eaux profondes de la mer. L'excitation de David était renforcée par l'obscurité qui régnait. Les fantômes sont toujours plus actifs la nuit. Le temps s'est arrêté sous la surface de l'eau où les ténèbres s'étendent à l'infini dans toutes les directions. Des bulles s'échappent du masque de David lorsqu'il expire, jetant un dernier coup d'œil au fond de son bateau. Il éclaira le vide sous ses pieds à l'aide d'une lampe de poche. Ce qu'il cherchait se trouvait dans l'obscurité, des dizaines de mètres plus bas sur le fond marin, et il était temps d'entamer sa descente. David soulagea continuellement la pression sur ses tympans, tandis qu'il s'enfonçait dans la brume sombre et bleutée. Il ne lui faut que quelques secondes pour atteindre une profondeur de 10 mètres. S'il avait visé juste, le pont du SS Yongala aurait dû être visible en dessous de lui, mais il n'y avait que du bleu dans toutes les directions. Il nage en faisant de petits zigzags, attendant que le bateau fantôme émerge de l'obscurité. Quelque chose heurta la jambe de David. Il laissa tomber la lampe de poche et se tourna vers la caresse froide pour voir une ombre sombre se profiler à côté de lui. Les yeux écarquillés et effrayés, il essaya de crier, faisant jaillir le régulateur de sa bouche tout en donnant de violents coups de pied pour échapper à la créature. Alors que l'ombre s'éloignait, David regarda dans l'obscurité après elle, derrière lui, devant, au-dessus, en dessous. Elle pouvait être n'importe où. Il sentit une brûlure dans ses poumons et la panique augmenta. Le bras droit tendu vers le haut, il cherche le régulateur et se heurte finalement à un long tuyau qu'il porte à ses lèvres. De l'eau salée envahit sa bouche, tandis qu'il appuie sur le robinet de purge avant de prendre une inspiration salvatrice. Frissonnant de peur, David récupéra la lampe de poche de son long cordon et la pointa dans l'obscurité. Un énorme mérou planait à quelques mètres, enquêtant sur l'envahisseur de son territoire. Les muscles de David se détendent. Non seulement ce gros poisson était inoffensif, mais c'était aussi le signe qu'il était proche du récif artificiel créé par l'épave du Yongala. Il suivit le poisson, qui se déplaçait lentement, balayant sa lampe de poche d'un mouvement de va-et-vient sous lui. 57 minutes 18 secondes. Un frisson parcourut l'échine de David lorsqu'une forme énorme se matérialisa dans le vide. Les restes creux du majestueux navire de passagers se dressaient devant lui, dissimulés dans les coraux et les ombres. Le lieu de sépulture des 122 âmes perdues en mer il y a plus de 100 ans. David vérifie la caméra à spectre complet, l'enregistreur de PVE et l'appareil de mesure des champs électromagnétiques qu'il porte à la ceinture. La sensation familière d'adrénaline coule dans ses veines, le poussant à aller de l'avant. C'est pour cela qu'il est venu. David nagea sur le squelette incrusté de corail des cadres de fenêtres rouillés où de minuscules poissons argentés entraient et sortaient de l'obscurité. Le mât arrière, la salle des machines et la cuisine étaient tous visibles avant qu'un gouffre d'un noir encre près de la proue n'apparaisse au loin. L'entrée de la soute avant, où se trouvent les seuls ossements évidents du naufrage. David s'élança avec impatience et pénétra dans les vestiges interdits du SS Yongala, où le large vide océanique était remplacé par des murs écaillés d'acier érodé. Ses mains sont stables lorsqu'il vérifie le compteur de champs électromagnétiques. Les lumières sont toujours vertes, mais rien n'est encore arrivé. 55 minutes, 23 secondes.
David commença à balayer la pièce. Il devait gagner au moins 10 minutes pour une remontée en toute sécurité et l'heure tournait. La plus grande partie du contenu de la soute s'est depuis longtemps transformée en boue. Le sol grouillait de crustacés et de serpents de mer rampants. Mais David avait beau faire des allers-retours, il ne voyait aucune trace de reste humain. Ses recherches durèrent si longtemps qu'il commença à s'inquiéter que les rapports sur les ossements ne soient qu'une farce. Il maintint sa respiration régulière tout en balayant méthodiquement le sol. Alors que David avait décidé de quitter la soute pour chercher ailleurs, un objet anormalement droit se refléta sur le faisceau de lumière. Il s'approcha et vit un bouton à l'extrémité de l'objet. Il doit s'agir du fameux os du fémur signalé par les plongeurs qui l'ont précédé. L'adrénaline revient et il s'élance sans hésiter vers les restes humains. Profitant de sa flottabilité, il plane à plusieurs mètres au-dessus de l'os fémoral, tout en vérifiant son équipement. Il serait difficile de discerner des voix fantomatiques sur un enregistrement sous-marin, surtout avec le grondement de son détendeur, mais il activa tout de même l'enregistreur de PVE. Le compteur EMF étant toujours dans le vert, il approcha l'appareil photo à spectre complet de son visage. David prit une dizaine de photos de l'os du fémur et de son environnement, puis braqua la lumière dans toutes les directions pour prendre des photos de l'ensemble de la soute. L'obscurité totale de l'enfermement gênait sa lampe de poche et l'éclairait moins que le bleu infini de la haute mer. Dans l'obscurité, il attend. La chasse aux fantômes est une question de patience, et il avait visité suffisamment de lieux sans voir ni entendre un fantôme pendant des heures pour être rompu à l'exercice de la ténacité. 42 minutes, 28 secondes. Les voyants EMF clignotent en jaune. David regarda autour de lui, excité de recevoir une alarme si rapidement, mais il était seul. Les lumières jaunes sont redevenues vertes. 40 minutes, 2 secondes. Un bruit de grattement se répercute dans l'eau. David ne parvient pas à déterminer la direction d'où il provient. 36 minutes, 18 secondes. David s'agite. Il craint que sa dangereuse descente ait été vaine. 32 minutes, 43 secondes. L'EMF passe à nouveau au jaune, mais seulement pour un instant. Il reste environ 20 minutes. Le Yongala gémit, sa structure d'acier protestant contre le fond de l'eau. Ce gémissement fut suivi d'un appel à l'aide enfantin. La peau de David se mit à picoter et il tourna la lampe de poche dans tous les sens, n'apercevant rien d'autre que du noir. Il fixa le compteur de champ électromagnétique, mais celui-ci s'était éteint. Il frappa le côté de l'appareil avec sa lampe de poche, essayant de le ranimer. Dans une explosion d'éclats, une douzaine de pointes de lumière rouge se mirent à scintiller dans l'obscurité. La chaleur a disparu de l'eau, laissant place à un froid glacial. David n'a rien vu de surnaturel à l'œil nu, mais il a tout de même pris des dizaines de photos, espérant qu'une silhouette humaine rayonnante ou un anneau de lumière mystique apparaîtrait lorsqu'il développerait les négatifs dans la chambre noire. 24 minutes, 12 secondes. La sensation nauséabonde d'être ballotté d'un côté à l'autre s'empara de lui. Des cris d'enfants, appelant à l'aide, fusent de toutes parts et le sang de David se glace. Malgré son expérience, le courage de David faiblit. Le compteur de champ électromagnétique se remit en marche, clignotant cette fois en rouge. L'effroi l'envahit et il se dirigea vers le trou dans le pont, jetant un dernier coup d'œil en arrière vers l'os abandonné. Dans l'obscurité, un visage pâle ondulait comme de la soie blanche sous l'effet de la brise. David arrêta son ascension et saisit l'appareil photo. Cela pourrait être la preuve irréfutable d'une hantise, lui assurant une reconnaissance dans la communauté des chasseurs de fantômes. Le visage disparut en quelques secondes, mais David resta près de la sortie. Maintenant qu'il était plus près de son chemin de fuite, il se sentait en sécurité et décida de rester quelques minutes de plus. La vue d'un fantôme l'avait revigoré, mais les voyants de l'EMF passaient au vert et la température des eaux tropicales se réchauffait.
Des ombres se déplacent dans l'obscurité, mais lorsque David dirige sa lampe de poche vers chaque anomalie, il ne voit que des créatures marines locales qui passent à proximité. Un groupe de raimants à tacheter a plané au-dessus de sa tête, juste au-delà du trou béant de la soute, faisant vaciller l'eau immobile. David braqua sa lampe de poche sur le ventre blanc des raies, observant l'ondulation gracieuse de leurs ailes lorsqu'elles passaient. 13 minutes, 3 secondes. Il est temps de partir. Déçu que 10 minutes se soient écoulées et qu'il n'ait pas vu d'autres signes surnaturels, David jeta un dernier coup d'œil dans la soute. Il balaya une dernière fois l'obscurité avec sa lampe de poche, puis s'avoua vaincu et nagea vers la sortie béante située au-dessus. David sursauta lorsque la lumière inonda la chambre. La température chuta et sous le choc, il manqua la sortie, se cognant la tête contre les éclats du toit. Il cligna des yeux contre la douleur, puis vit clairement la soute telle qu'elle était en 1911, avec plus d'une centaine de passagers recroquevillés sur le sol, effrayés. Le Yongat agitait sévèrement, gémissant en se balançant d'un côté à l'autre. David flottait au-dessus de la Seine, observateur de la vision impossible de ces passagers condamnés, se cachant de la tempête dans les entrailles de leur navire. Des gémissements et des pleurs emplissaient ses oreilles, résonnant comme le son creux des vagues dans une conque. Le vertige s'empare des sens de David. Il n'arrivait pas à savoir s'il voyait le vaisseau fantôme ou le vrai Yongala. Se dirigeant vers ce qu'il espérait être la sortie, David donna des coups de pied contre l'eau glacée, essayant d'échapper aux appels à l'aide en dessous de lui. Le temps presse. Il s'élança dans la chaleur de la mer, et la vue de poissons bleus et jaunes nageant entre les doigts ondulants d'un corail blanc le ramena à la raison. 7 minutes, 20 secondes. De retour en pleine mer, la vitesse est l'ennemi. Il doit remonter lentement pour éviter que le changement de pression ne déchire ses poumons. Aussi, repousse-t-il ses craintes au plus profond de lui-même, pour les affronter plus tard. David battit doucement des pieds contre l'eau, regardant l'épave du Yongala disparaître sous ses pieds. Il garda un œil sur son profondimètre, luttant contre l'envie de sprinter vers la surface. David resta à 4,5 mètres de profondeur, son dernier palier de sécurité, surveillant le chronomètre pour s'assurer qu'il restait bien 5 minutes. Son cœur était revenu à la normale. Le monde était redevenu ce qu'il était censé être. Et avec rien d'autre que ses pensées pour l'occuper, l'humeur de David passa de la peur à l'excitation. Tout son équipement était intact et il était sûr de pouvoir prouver que l'épave était tentée. 3 minutes 23. Avec un dernier adieu au bleu profond sous ses pieds, David a donné un coup de pied vers la surface. Il leva les yeux, s'attendant à voir le dessous de son bateau en forme de marquis, mais au lieu de cela, il vit la forme perlée et enfumée d'un vaisseau fantôme planant au-dessus de lui. Son appareil de mesure des champs électromagnétiques s'est libéré de lui-même, flottant jusqu'à son visage et reflétant une douzaine de lumières rouges clignotantes sur son masque. Le Yongala fantôme chavira dans l'eau calme, frappé par une vague invisible et s'abattit sur David. L'eau tourbillonne dans un courant indomptable, l'entraînant inexorablement vers le fond de la mer. L'énorme pression dans sa poitrine et ses oreilles le paralyse, et une vague d'eau froide l'accoste alors que le vaisseau fantôme s'écrase sur ses restes centenaires et disparaît, laissant David seul au fond de l'océan. 0 minute, 22 secondes. David est maintenant assis sur le pont du SS Yongala, à 20 mètres de profondeur, et respire sa dernière petite bouffée d'air. S'il remontait à la surface, la pression déchirerait les tissus mous de ses poumons, et il mourrait dans d'atroces souffrances, seul sur son bateau. Il vaut mieux rester ici. Il desserra le fermoir d'étanchéité de l'enregistreur PVE, inondant ses composants électroniques d'eau salée, puis ouvrit la boîte de pellicule de son appareil photo. L'aiguille rouge du compteur de la bouteille d'oxygène est passée à 0, et derrière la protection en plastique de son masque, les yeux de David se sont remplis de peur.
Alors qu'il regarde une dernière fois l'étendue infinie de bleu au-dessus de sa tête, le régulateur glisse silencieusement de sa bouche.